J'ai une question pour toi. Est-ce que tu as déjà eu l'impression de savoir exactement ce qu'il fallait faire et pourtant ne pas réussir à changer? Je m'appelle Jeanne, je suis hypnothérapeute et cette question me fascine depuis des années. Parce que quand je regarde ma propre vie, je me rends compte que j'ai changé plusieurs fois de métier, plusieurs fois d'environnement et plusieurs fois d'identité. Alors pourquoi certains changements semblent possibles et d'autres pas? Pourquoi certaines personnes arrivent à se transformer profondément alors que d'autres restent bloquées dans les mêmes schémas malgré toute leur bonne volonté? Et c'est exactement ce que nous allons explorer dans ce podcast parce que parfois, comprendre ne suffit pas. Il paraît que nos croyances créent notre réalité. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler des stratégies inconscientes qu'on met en place pour s'auto-saboter sans s'en rendre compte. Ces prisons qu'on crée inconsciemment et qui font qu'on tourne en rond dans nos schémas sans jamais en sortir malgré toute la volonté du monde. Pour comprendre cela, il faut s'intéresser à un concept assez connu en thérapie, l'index de computation. Alors on va prendre l'exemple d'un échange par SMS. De cette réponse que tu as probablement déjà reçue, juste un OK, deux simples lettres qui peuvent occuper une place immense dans ta journée. Ce OK, tu l'as reçu avec aucun point d'exclamation, aucun smiley, aucune explication. Alors tu regardes ton téléphone et presque immédiatement quelque chose se met en mouvement à l'intérieur de toi. Pourquoi il me répond comme ça? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Alors tu remontes la conversation et tu relis ton propre message, une fois, peut-être même deux fois. Tu cherches le mot qui aurait pu être mal compris. Tu repasses la conversation dans ta tête et en quelques minutes, ton cerveau a déjà écrit le début, le milieu et la fin d'une histoire. Quelques heures plus tard, il te rappelle, il était en réunion, il avait répondu rapidement, il ne pensait à rien de particulier. Le fait, c'était juste qu'il avait répondu OK. Tout le reste, cette sensation de froideur, de rejet, d'avoir fait quelque chose de mal, la peur que la relation change, tout le reste, ça venait de l'histoire que ton cerveau était en train d'inventer. Et pourtant, pendant plusieurs heures, tu as vécu cette sensation qui était réelle dans ton corps. Ton ventre s'est serré, ton humeur a changé, tu as peut-être répondu méchamment, tu as peut-être pris de la distance pour ne pas être rejeté en premier. Ton interprétation est devenue une émotion, alors ton émotion est devenue une réaction, et ta réaction a même pu modifier la relation. Alors qu'au départ, c'était juste un simple message avec deux lettres, OK. Et si une grande partie de nos souffrances ne venait pas seulement de ce qui nous arrive, mais de ce que notre cerveau crée comme réalité? Et si on ne réagissait presque jamais directement à la réalité, mais plutôt à la version de la réalité qu'on nous a appris à reconnaître? Alors aujourd'hui, on va parler des croyances et de leurs conséquences sur nos vies. On va parler de toutes ces petites phrases silencieuses qui entretiennent notre dialogue intérieur. Je ne suis pas assez bien. Les autres finissent toujours par m'abandonner. Pour réussir, je dois souffrir. Je n'ai aucune volonté, je n'y arriverai jamais. L'argent, c'est difficile à gagner. Si je ne contrôle pas tout, quelque chose pour moi va mal se passer. Ces phrases, on ne les voit pas comme des hypothèses ou des possibilités. Elles se présentent pour nous comme des évidences, comme la réalité. Et c'est précisément ce qui les rend si puissants. Alors dans cet épisode, je vais t'expliquer pourquoi tu reviens en boucle les mêmes situations alors que tu veux en sortir. Pourquoi deux personnes peuvent vivre exactement la même situation et habiter intérieurement deux mondes complètement différents et surtout obtenir deux comportements différents et donc deux vies différentes. Pourquoi certaines pensées semblent se confirmer encore et encore? Comment est-ce que tu crées ta propre réalité? On pourrait même associer tout ça au concept de la loi de l'attraction. Qu'est-ce qui fait que je suis toujours la fille qui tombe sur des hommes indisponibles? Ou encore, qu'est-ce qui fait que je suis toujours la fille qui n'arrive pas à perdre du poids? Et surtout, comment commencer à sortir de ton schéma? Alors la première idée, c'est de créer un peu d'espace entre les faits et l'histoire que tu te racontes à propos des faits. Mais avant de parler du cerveau, j'avais envie de te raconter une histoire. Une histoire qui pendant longtemps m'a semblé parler d'immobilier. Aujourd'hui, je sais qu'elle parlait surtout de la façon dont je regardais et vivais le monde. Alors, il y a 8 ans, j'ai acheté mon tout premier appartement. Et à cette époque, je découvrais complètement l'investissement immobilier. Je découvrais les travaux, les décisions, les risques et le stress d'investir toute seule. J'y avais mis l'intégralité de ce que j'avais même vendu ma voiture.
Je passais donc tout mon temps dans la projection et la rénovation de cet appartement pour pouvoir ensuite le mettre en location sur Airbnb. Alors c'était une période qui était assez excitante, mais il y avait aussi une autre sensation avec moi qui était beaucoup moins confortable, c'était le doute et la peur. Et cette petite voix dans ma tête pouvait apparaître au milieu de la nuit pour me répéter. Mais vraiment, Jeanne, est-ce que tu sais ce que tu es en train de faire? Est-ce que vraiment ça va marcher? Est-ce que tu vas te retrouver à la rue avec ce projet? À l'époque, l'information n'était pas accessible comme aujourd'hui. Il n'y avait pas toutes ces vidéos YouTube d'investisseurs qui montraient ce qu'ils avaient fait avant toi. Il n'y avait pas ces comptes immobiliers qui t'expliquaient chaque étape de l'investissement. Et surtout, Airbnb n'avait pas du tout le succès qu'il a aujourd'hui. Alors, je cherchais par moi-même avec mes tableaux Excel, des recherches et juste un travail de logique. Je lisais, j'essayais de comprendre. Et un jour, à la Fnac, je suis tombée sur un livre en tête de gondole que tu connais peut-être, qui s'appelle Père riche, Père pauvre, écrit par Robert Kiyosaki. Alors, je commence à lire ce livre et au fil des pages, quelque chose s'est détendu en moi. Ce livre, il parle d'investissement, d'actifs, d'une autre façon de penser l'argent. Et surtout, il donnait du sens à ce que j'étais en train de faire. Je me suis dit, ok, alors c'est exactement les mêmes conclusions que celles que j'avais trouvées toute seule, donc je ne suis peut-être pas complètement inconsciente. Ce projet, il a du sens, et je suis peut-être sur le bon chemin. Alors à ce moment-là, j'ai ressenti du soulagement, une forme de validation extérieure, comme lorsque quelqu'un met enfin des mots sur une intuition que tu portes en toi. Et pendant quelques instants, tout m'a paru plus clair. Puis une pensée est arrivée. Pas une grande réflexion, juste une petite pensée, quelque chose de très rapide. Elle m'a dit: mais attends, si ce livre est un best-seller mondial, cela veut dire que des millions de personnes vont le lire. Et alors si des millions de personnes le lisent, elles vont avoir exactement les mêmes informations que moi. Et alors si elles ont les mêmes informations, elles vont tout investir. Et si tout le monde investit, les bonnes opportunités vont disparaître. Et la conclusion que j'en ai fait en quelques secondes, c'était le découragement total. C'était j'arrive trop tard. Mon cerveau venait de transformer une source de réassurance en menace. Alors quelques secondes auparavant, ce livre, il était en train de me confirmer que mon projet avait du sens. Quelques secondes plus tard, le même livre devenait la preuve que tout allait devenir plus difficile pour moi. Je n'étais plus du tout enthousiaste. J'étais dans l'urgence, dans la peur de manquer, dans cette sensation qu'une porte était en train de se refermer devant moi. Et pourtant, rien n'avait changé. Le marché immobilier n'avait pas changé pendant que j'étais en train de lire ces pages. Le nombre d'appartements disponibles n'avait pas changé. Ma situation financière n'avait pas changé. Mes compétences n'avaient pas disparu. L'appartement était toujours exactement le même. Aucun fait nouveau n'était venu confirmer qu'il y aurait bientôt plus d'opportunités. La seule chose qui avait changé, c'était l'histoire que mon cerveau venait de me raconter. Et cette histoire, elle reposait sur une croyance très précise. Si les gens savent, alors ils vont agir. Mon cerveau avait pris ma propre façon de fonctionner et l'avait projetée sur des millions d'inconnus. Parce que lorsque je trouvais une information importante, j'avais tendance à la transformer assez vite en action. Alors mon cerveau avait conclu que tout le monde fonctionnerait de la même manière. Il avait oublié quelque chose que je connais aujourd'hui, c'est que 99% des gens n'agissent pas. Beaucoup de personnes vont lire des livres sur l'investissement sans jamais acheter un appartement. Elles vont consommer du contenu sur le sport sans changer leur quotidien. Elles vont regarder des vidéos sur l'organisation sans ouvrir leur agenda. Elles comprennent parfaitement ce qu'elles devraient faire et pourtant elles ne le font pas. Parce que comprendre ne suffit pas. Mais à ce moment-là, dans ma tête, je ne voyais pas une hypothèse. Je voyais une vérité, une suite parfaitement logique. Et mon cerveau avait pris une croyance. Il avait sélectionné quelques éléments, rempli les zones inconnues et construit une conclusion qui me paraissait incontestable. Et ce qui est fascinant, c'est que mon corps avait réagi à cette conclusion comme s'il s'agissait d'un fait. La peur, elle était bien réelle, la tension aussi, l'urgence aussi. Même si le danger, lui, il avait été fabriqué. J'aurais pu à ce moment-là tout arrêter, tout stopper, m'auto-saboter, ne plus faire ce projet et rester dans la même vie petite et confortable que celle que je vivais. C'est là qu'on peut commencer à comprendre quelque chose d'essentiel. Nous ne souffrons pas uniquement de la réalité, on souffre aussi de la signification que notre cerveau lui attribue et des conséquences des actions qu'on décide derrière.
Alors imagine qu'au moment de ta naissance, quelqu'un t'a posé doucement une paire de lunettes sur ton nez. T'as grandi avec elle, t'as appris à marcher avec elle, t'as observé tes parents avec elle, t'as même été à l'école avec elle. T'as rencontré l'amitié, l'amour, l'échec, la réussite, le manque, la sécurité, le conflit et même la séparation avec ces lunettes. Et au fil des années, les verres se sont teintés. Une expérience a ajouté une nuance, une phrase entendue a souvent laissé une trace, une humiliation a ajouté une rayure, un abandon a renforcé une couleur, une réussite a modifié légèrement la lumière, et comme tu ne retires jamais ces lunettes, tu finis par oublier qu'elles existent. Tu ne sais plus que tu regardes le monde à travers un filtre. Tu te dis juste, le monde est comme ça. Si les vers portent la croyance je ne suis pas assez bien, tu ne vois pas une scène neutre dans laquelle quelqu'un est silencieux. Tu vois peut-être un jugement. Si les vers portent la croyance on finit toujours par m'abandonner, tu ne vois pas seulement une personne distante pendant quelques jours. Tu vois peut-être le début de la fin. Si les vers portent la croyance je dois être irréprochable pour être aimé, une simple erreur peut prendre la taille d'une catastrophe. Le problème, c'est pas qu'on ait des lunettes, parce qu'on en a tous. On ne peut pas vivre sans interpréter. Le cerveau a besoin de donner du sens à ce qu'il perçoit. Le problème, il commence quand tu oublies que tu regardes à travers elle, quand on prend la couleur des verres pour la couleur du monde, quand on pense qu'on voit tous la même chose que les autres. On peut être assis dans la même pièce, assister à la même conversation et entendre les mêmes mots. Et pourtant, on ne vit pas du tout la même chose, pas du tout la même scène. On va prendre un exemple très simple. Par exemple, une de tes copines qui porte les lunettes de la sécurité et de la confiance en elle va envoyer un message à un homme qui lui plaît. Et plusieurs heures passent, il n'y a pas de réponse. Elle regarde son téléphone, puis elle pense, il doit être occupé, il répondra plus tard. Elle repose son téléphone, elle continue sa journée, et elle oublie même qu'elle attend une réponse. Pendant ce temps-là, une autre de tes copines maintenant qui, elle, est en insécurité et qui manque de confiance en elle, vit exactement la même histoire. Le même silence, le même nombre d'heures d'attente. Mais une autre histoire commence dans sa tête. Je l'ai dérangée, je ne lui plais pas, j'ai été trop présente, j'ai encore fait quelque chose de mal. Et alors son corps s'active. Elle vérifie son téléphone, elle relit la conversation, elle imagine plein de scénarios dans sa tête. Peut-être qu'au prochain message, elle devient froide pour se protéger. Peut-être qu'elle envoie une phrase piquante. Peut-être qu'elle coupe la relation avant même d'avoir obtenu la moindre explication. Les faits, ils étaient pourtant identiques. L'homme n'avait pas encore répondu. Tout le reste, c'était une interprétation. Et cette interprétation, à son tour, elle peut créer une nouvelle réalité. Voilà pourquoi nos croyances créent la réalité. Nos pensées génèrent une émotion qui crée un comportement et des conséquences derrière. Nos pensées, elles influencent ce qu'on ressent, elles influencent ce que nous faisons. Et ce que nous faisons influence ensuite la réponse que l'on reçoit du monde, de l'extérieur. Une personne persuadée qu'elle va être rejetée peut devenir distante, méfiante ou agressive. Une autre va se sentir repoussée et prendre réellement ses distances. La première va alors conclure tu vois, je le savais, je me fais toujours ghoster. La croyance n'a pas seulement interprété la réalité, elle l'a totalement fabriquée. On va prendre un autre exemple maintenant de deux personnes qui lancent leur activité. La deuxième va regarder exactement le même résultat et penser cela ne marche jamais pour moi, je ne suis pas légitime. Les autres ont quelque chose que moi je n'ai pas. La première va utiliser l'absence de résultat comme une information. Un mois passe, elles n'ont pas encore de clients. La première va simplement regarder cette information et se dire c'est le début, il faut du temps. Je vais observer, ajuster et continuer. La deuxième va le vivre comme un verdict sur sa valeur. Même fait, deux lectures, deux états intérieurs. Et probablement avec le temps, deux comportements très différents. La première va continuer assez longtemps pour apprendre ce qui fonctionne. La deuxième risque d'arrêter avant même d'avoir laissé au projet le temps d'exister. Elle pourra alors se dire je savais que j'y arriverais pas. Encore une fois, la croyance semble s'être confirmée. Alors le dernier exemple que j'avais envie de prendre, c'était celui du poids et du rapport à la nourriture. Deux femmes vont manger exactement le même gâteau pendant un repas de famille. La première va le savourer. Elle va le manger avec plaisir. Elle va profiter du moment.
puis au repas suivant. Elle va reprendre simplement ses habitudes en écoutant sa faim et son corps. Pour elle, l'histoire va s'arrêter ici avec la dernière bouchée. La deuxième femme va manger la même part. Mais presque immédiatement, une voix intérieure apparaît. Je savais que j'allais craquer. Je n'ai aucune volonté. J'ai encore tout gâché. Alors le gâteau devient une preuve. Pas la preuve qu'elle a mangé un dessert, mais la preuve qu'elle serait incapable de se contrôler. Alors arrive la culpabilité, la punition, les restrictions, parfois même la compensation. Et plus elle cherche à reprendre le contrôle avec violence, plus la nourriture prend de la place dans son esprit. Et elle devient alors une obsession. Le gâteau, c'est pourtant exactement le même. La façon de le vivre et les conséquences sont complètement différentes. Ce qui fait souffrir, c'est pas seulement ce qui s'est passé. C'est la conclusion que la personne en tire sur elle-même. On a souvent l'impression que nos pensées décrivent la réalité, mais elles la commentent, elles la traduisent, elles la découpent. Et parfois elles la condamnent avant même qu'on ait pris le temps de regarder les faits. Alors pourquoi notre cerveau fait-il ça? Pourquoi est-ce qu'il s'accroche à certaines croyances alors qu'elles nous font souffrir? Pourquoi une personne peut recevoir 10 compliments et ne penser toute la soirée qu'à la seule remarque négative? La réponse, elle commence par une idée assez simple. Notre cerveau ne cherche pas en permanence la vérité. Il cherche d'abord à rendre le monde compréhensible, cohérent et surtout prévisible pour pouvoir y agir. Il cherche ce qu'il connaît déjà. Imagine que tu entres sur une scène dans un immense théâtre. Derrière le rideau, il y a plein d'informations, beaucoup plus que tu ne pourrais en traiter consciemment. La sensation de tes vêtements sur ta peau, le bruit lointain d'une voiture, la température de la pièce ou encore la position de tes pieds, une tension dans ta mâchoire. Et tout cela existe en même temps. Mais tout ne peut pas entrer sur la scène de ta conscience. Il va falloir choisir. Alors ton cerveau va filtrer. Il va sélectionner certaines informations et en laisser d'autres à l'arrière-plan. Il y a plusieurs mécanismes observés en neurosciences. Il y en a un qui s'appelle le SAR, le système activateur réticulaire. Alors le nom peut paraître barbare, mais il est assez simple. C'est un filtre qui protège ton cerveau de la saturation d'informations. Sa mission, c'est de décider ce qui mérite ton attention et ce qui pourrait rester en arrière-plan. Imagine que tu entres dans une immense bibliothèque avec des millions de livres et que tu as la croyance que tu es quelqu'un qui échoue. Tu vas demander à la bibliothécaire, apporte-moi tous les livres qui me montrent que je ne vais pas y arriver. Alors, la bibliothécaire ne discute pas. Elle ne cherche pas la vérité, ni même pourquoi tu lui demandes ça. Elle va simplement te rapporter ce que tu lui as demandé. Et toi, tu vas les lire et confirmer que tu avais raison, que tu ne vas pas y arriver. Tu connais peut-être l'exemple de la voiture rouge. Si tu envisages d'acheter une voiture rouge, à partir de ce moment-là, tu as soudain l'impression de la voir partout. Dans ta rue, sur l'autoroute. Et c'est pas que la ville entière a acheté cette voiture pendant la nuit. Elle a toujours été là. Simplement, c'est ton attention qui lui donne désormais une place privilégiée. Alors si je pense que je manque de valeur, je vais être super sensible aux signes qui pourraient confirmer cette idée. Je peux voir une personne qui regarde son téléphone pendant que je parle et je peux choisir de voir la preuve que je l'ennuie. Mon boss peut corriger une phrase dans mon travail et je peux y voir la preuve que je ne suis pas compétente. Un ami peut oublier de me rappeler et je peux y voir la preuve que je ne compte pas vraiment. En revanche, les informations qui ne correspondent pas à cette croyance, elles risquent d'être complètement minimisées. Le compliment devient il dit ça pour être gentil, ou alors ma réussite devient j'ai eu de la chance cette fois-là. Le courage peut devenir tout le monde aurait fait pareil. Et l'amour reçu peut devenir mais s'il me connaissait vraiment, il changerait d'avis. Alors si tu vois ce qui se passe, c'est que les éléments positifs ne sont pas forcément absents. Ils sont totalement disqualifiés. Ils n'obtiennent plus le même poids. Et c'est là qu'intervient ce qu'on appelle le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est notre tendance à rechercher, remarquer, interpréter et retenir plus facilement les informations qui confirment ce qu'on croit déjà. Ton cerveau, il utilise 3 façons différentes de modifier ta réalité. La première façon, c'est de sélectionner. La deuxième, c'est d'omettre. Et la troisième, c'est déformer ta réalité. On appelle ça la distorsion. Il sélectionne la critique au milieu de 10 compliments. Il efface les 9 fois où tu as réussi. Il transforme un silence en rejet, une limite en abandon
une erreur en preuve d'incompétence. Et tout cela peut se produire sans que tu aies l'impression d'interpréter quoi que ce soit. On pense seulement qu'on constate. Et c'est peut-être cela la force la plus déroutante d'une croyance. Elle ne te dit pas voici une hypothèse parmi d'autres. Elle dit regarde, c'est évident. Alors elle utilise ton attention pour rassembler des preuves. Et plus elle rassemble des preuves, plus elles semblent vraies, plus notre attention cherche ce qui la confirme. La boucle se referme, la croyance influence le filtre. Le filtre sélectionne certaines informations et ces informations renforcent ta croyance. Alors ta croyance devient de plus en plus difficile à questionner. C'est comme si tu marchais en forêt avec une lampe torche. La forêt, elle est immense, mais tu vois que la petite zone que tu es en train d'éclairer. Alors si tu cherches le danger, tu vas avoir les branches cassées, les traces au sol, les ombres entre les arbres. Si au contraire tu cherches un chemin, tu vas avoir les ouvertures, les endroits où il faut avancer. La forêt, elle contient les deux. Mais ce que tu éclaires finit par devenir pour toi toute la forêt. Alors voilà pourquoi parfois deux personnes peuvent sincèrement être convaincues de décrire la même situation alors qu'elles racontent deux réalités complètement opposées. Elles ne sont pas forcément en train de mentir, elles éclairent juste des zones complètement différentes. Et alors plus tu vas fréquenter des personnes qui portent les mêmes lunettes que toi, plus ta lecture va te paraître complètement universelle. Tu vas chercher naturellement des récits, des groupes, des contenus et des conversations qui vont résonner à ce que tu crois déjà, parce que ça te rassure. Et le pire, c'est que ton algorithme Instagram, il se nourrit que de ça. Il l'a bien compris. Il renforce en permanence tes croyances et tes filtres en te montrant uniquement les personnes qui pensent exactement comme toi. Alors si t'as pas encore vu ce documentaire de Netflix, je te le conseille vraiment, même s'il fait vraiment flipper, c'est Derrière nos écrans de fumée. Il explique clairement les stratégies, les dangers de ces pratiques. Et après, on regarde autour de soi et on conclut, tout le monde le voit bien. Alors qu'en réalité, on a juste construit un petit monde qui nous renvoie à notre propre certitude comme un écho. Alors quand on sait ça, il serait tentant de décider que nos croyances, c'est le problème et qu'il faudrait simplement les supprimer. Mais alors, c'est pas vraiment ça. Une croyance, elle n'est pas là par hasard. Elle a souvent été une manière de comprendre une expérience ou alors de te protéger. Un enfant qui a grandi dans un environnement imprévisible a pu apprendre je dois tout anticiper pour être en sécurité. Cette croyance, elle a pu l'aider à observer les humeurs, à éviter certains conflits, à détecter rapidement ce qui change. Et plus tard, pourtant, cette croyance, elle peut devenir un besoin épuisant de tout contrôler. Une personne qui a souvent été déçue peut avoir appris que si elle s'attache, elle souffrira, et que si elle ne s'attache pas trop, elle souffrira moins. Et cette croyance, elle a pu limiter la douleur à une période de sa vie. Mais elle peut ensuite l'empêcher de construire la relation ou les relations qu'elle désire. Une personne qui a juste été valorisée uniquement pour ses résultats peut apprendre qu'elle mérite sa place que si elle réussit. Et cette croyance, elle peut la pousser à travailler, à se dépasser, à devenir très compétente, mais elle peut aussi rendre chaque ralentissement insupportable et chaque erreur menaçante. Et nos croyances, ce ne sont pas seulement des idées absurdes à combattre, elles sont souvent d'anciennes solutions. Ce sont des cartes, des plans de route dessinés à une époque où on avait besoin de comprendre rapidement le territoire. Le problème, c'est que la carte, elle peut rester longtemps la même, alors que le paysage, il a complètement changé. Ton cerveau continue alors d'utiliser une ancienne légende pour circuler dans une vie nouvelle. Mais comme il connaît cette carte, elle lui paraît beaucoup plus rassurante que l'inconnu. Même une croyance douloureuse et limitante peut donner une forme de prévisibilité. Alors si je crois que je vais échouer, je peux éviter de me lancer. Si je perds une possibilité, j'évite l'incertitude. Si je crois que les autres vont m'abandonner, je peux garder une distance. Je peux souffrir de solitude et en même temps, je limite le risque de dépendre de quelqu'un. Si je crois que je dois tout contrôler, je m'épuise, mais j'ai l'impression de réduire le danger. Le cerveau, il va préférer une souffrance connue plutôt qu'une liberté inconnue. Pas pour te punir, mais pour te protéger avec les moyens qu'il a appris autrefois. C'est pour ça qu'il suffit pas de se répéter une phrase positive devant le miroir pour que ça change. On va pas retirer une paire de lunettes portées depuis 30 ans en criant à partir d'aujourd'hui c'est bon, je vois autrement. On va d'abord commencer par remarquer qu'on porte ces lunettes. On va observer leur couleur, comprendre à quoi elles ont servi. Et on va découvrir progressivement qu'il existe peut-être d'autres façons de regarder. Parce que la liberté ne commence pas toujours lorsque la croyance disparaît.
elle commence au moment où on cesse de confondre totalement nos filtres et la réalité. Alors avant de te proposer une petite expérience d'hypnose, je voulais te laisser un exercice très simple à utiliser dans les jours qui viennent. Ne te demande aucun matériel particulier, seulement quelques minutes d'honnêteté. Tu vas choisir une situation qui provoque chez toi une réaction émotionnelle assez forte. Cela peut être juste un message sans réponse, ou alors une remarque, un regard, une contrariété, un conflit que tu es en train de vivre, une injustice qui te met immédiatement en réaction. Ça peut être aussi une peur liée à ton activité, ton couple, ton corps, ou à l'argent. Et lorsque tu sens l'émotion monter, ne cherche pas tout de suite à la supprimer. Arrête-toi quelques instants et pose-toi cette première question. Quels sont les faits que pourrait filmer une caméra? La caméra ne filme pas les intentions. Elle ne filme pas « il me méprise ». Elle va peut-être filmer « il a regardé son téléphone pendant que je parlais ». Elle va pas filmer « mon projet ne marche pas ». Elle va peut-être filmer « je n'ai pas eu de nouveau client ce mois-ci ». Elle ne va pas filmer « je n'ai aucune volonté ». Elle va peut-être filmer « j'ai mangé une part de gâteau après le repas ». Écris ou formule mentalement dans ta tête juste le fait, de la manière la plus sobre possible. Puis pose-toi une deuxième question. Quelle histoire mon cerveau se raconte-t-il à propos de ce fait? Alors là, tu peux laisser venir les phrases. Je vais échouer, je suis incapable, il ne me respecte pas, on va m'abandonner, je dois régler ça immédiatement. Ne juge surtout pas l'histoire. Observe-la. Et va venir une troisième question. Quelle croyance cette histoire semble-t-elle confirmer? Alors ça peut être je ne compte pas, je suis pas à la hauteur, je peux pas faire confiance. Si je relâche le contrôle, tout va s'effondrer. Et alors là, la toute dernière question que tu vas te poser, c'est celle-ci. Quelles autres interprétations de cette situation seraient également possibles, même si je n'y crois pas encore? La personne, elle était peut-être en train de regarder son téléphone parce qu'elle attendait une information importante. L'absence de clients signifie peut-être que l'activité, elle est trop récente, que l'offre doit être clarifiée, que les bonnes personnes ne te connaissent pas encore. La part du gâteau que tu as mangé, elle signifie peut-être que tu as mangé une part de gâteau, c'est tout, que tu en avais envie. L'objectif, c'est pas de remplacer immédiatement une histoire négative par une histoire incroyable. Ça serait parfois juste une autre façon de voir la réalité. L'objectif, c'est de rouvrir le champ des possibles, de passer de je sais ce que ça signifie à voilà ce que mon cerveau suppose. Et cette petite différence, elle peut sembler discrète. Elle remet de l'air entre toi et ta pensée. Elle te rend la possibilité de choisir ta réponse au lieu de réagir automatiquement à une conclusion que tu n'as jamais examinée. Et je vais maintenant te proposer cette courte expérience d'auto-hypnose. Tu peux simplement l'écouter une première fois et la refaire plus tard si tu le souhaites. Alors si tu es en train de conduire, de marcher dans un endroit qui demande ton attention, de faire quoi que ce soit qui nécessite de rester vigilant, tu vas garder cet exercice pour un autre moment, c'est préférable. Installe-toi dans un endroit où tu peux te sentir suffisamment en sécurité pendant quelques minutes. Tu peux t'asseoir ou t'allonger et lorsque tu es prête, tu peux laisser tes yeux se fermer doucement et prendre une inspiration tranquille par le nez. Puis laisser l'air ressortir un peu plus lentement. Encore une fois, inspire et expire. Sans rien forcer. Il n'y a rien à réussir ici, rien à comprendre parfaitement. Simplement quelques minutes pour observer autrement. Tu peux doucement remarquer les points de contact de ton corps, le poids de tes pieds, le soutien sous ton dos, la position de tes mains. Et peut-être laisser les épaules descendre d'1 millimètre. Laisser la mâchoire se desserrer et le front devenir un peu plus lisse. Et imagine maintenant que tu te trouves dans une pièce calme. Une pièce simple, paisible. La lumière y est douce. Il n'y a rien à faire dans cette pièce. Rien à prouver.
Et au centre se trouve une table. Et sur cette table, une paire de lunettes. Tu peux t'en approcher à ton rythme. Ces lunettes représentent une manière de regarder le monde que tu connais bien. Peut-être une croyance sur toi, une croyance sur les autres, une croyance sur l'amour, la réussite, ton corps, l'argent ou la sécurité. Tu n'as pas besoin de choisir consciemment. Tu peux simplement laisser ton esprit associer ces lunettes à ce qui est utile pour toi aujourd'hui. Observe leur forme, leur matière, la couleur des verres. Peut-être sont-ils très clairs, peut-être légèrement teintés, peut-être marqués par le temps. Et pendant quelques instants, tu peux simplement reconnaître qu'ils ont été portés longtemps. Ils t'ont aidé à regarder certaines choses, à repérer certains dangers, à donner du sens à certaines expériences. Peut-être même à te protéger à une époque où tu ne disposais pas d'autres moyens. Tu n'as pas besoin de les détester, tu n'as pas besoin de les casser. Tu peux simplement les regarder avec curiosité, comme on regarde un ancien objet qui a eu son importance. Et peut-être peux-tu te demander intérieurement, qu'est-ce que ces lunettes m'ont appris à remarquer ? Puis, te poser la question, qu'est-ce qu'elles m'ont peut-être empêché de voir ? Et laisse les questions résonner sans chercher une réponse volontaire. Peut-être que ton esprit peut répondre avec une image, une sensation, un souvenir, un mot, ou ne rien répondre du tout pour le moment. Tout cela convient. Et imagine maintenant qu'en face de toi se trouve une fenêtre. Derrière cette fenêtre, il y a un paysage. Tu peux regarder ce paysage à travers tes lunettes. Remarquer les couleurs qui ressortent, les détails qui attirent immédiatement ton attention, les zones qui deviennent plus sombres, les choses que les verres rendent très présentes. Peut-être que tu reconnais cette façon de voir, familière. Elle ressemble à certaines histoires que ton cerveau se raconte depuis longtemps. Puis lorsque cela te semble possible, tu peux poser doucement les lunettes sur la table. Pas pour les jeter, pas pour décider qu'elles étaient mauvaises, simplement pour faire une expérience. Tu les poses et tu regardes à nouveau le paysage. Peut-être que tout ne change pas immédiatement. Peut-être que tes yeux ont besoin d'un peu de temps pour s'ajuster. Et c'est très bien ainsi. Tu peux simplement remarquer qu'il existe davantage de nuances, une couleur que tu n'avais pas vue, un chemin à l'arrière-plan, une ouverture dans les nuages, un détail discret qui était resté hors de ton attention. Tu n'as pas besoin de choisir une nouvelle vérité. Tu peux seulement permettre à plusieurs lectures d'exister en même temps. La lecture ancienne peut être une autre possibilité. Tu peux laisser venir cette phrase.
Ce que je pense est une interprétation, pas toujours un fait. Je peux écouter mon histoire sans être obligée de lui obéir immédiatement. Il existe peut-être quelque chose que je ne vois pas encore. Et alors laisse ces phrases trouver leur place ou laisse ton esprit créer ses propres mots. Peut-être peux-tu imaginer maintenant qu'une lumière douce traverse la pièce. Elle ne cherche pas à effacer tes anciennes lunettes. Elle éclaire simplement la table, la fenêtre et le paysage. Elle permet de voir plus largement, de retrouver les faits, de distinguer ce qui est présent, ce qui est supposé. Et à partir d'aujourd'hui, peut-être, une partie de toi pourra se souvenir de cette pièce chaque fois qu'une émotion très forte transforme une interprétation en certitude, comme une petite pause intérieure, une respiration, un espace dans lequel tu peux te demander: qu'est-ce que je sais vraiment? Qu'est-ce que mes lunettes ajoutent à cette scène? Et tu peux maintenant remercier à ta manière cette ancienne façon de voir pour ce qu'elle a essayé de faire pour toi. Tu peux décider de laisser les lunettes sur la table ou de les reprendre, en sachant cette fois qu'elles sont des lunettes, parce que le changement ne consiste pas forcément à ne plus jamais les porter. Commence peut-être simplement lorsque tu te souviens que tu peux les poser, lorsque tu te souviens qu'il existe une fenêtre, lorsque tu te souviens que le paysage est toujours plus vaste que le verre à travers lequel tu regardes. Alors prends maintenant une respiration un peu plus profonde et sens à nouveau les points de contact de ton corps, le soutien sous toi, les sons dans la pièce où tu te trouves. Tu peux bouger doucement les doigts et les pieds, t'étirer si ton corps en a envie, et lorsque ça sera le bon moment, tu pourras ouvrir les yeux à ton rythme, en revenant ici, peut-être avec un peu plus d'espace, un peu plus de souplesse et la curiosité de découvrir ce que tu ne voyais pas encore. Alors si tu devais retenir une seule chose de cet épisode, ça serait peut-être celle-ci: une croyance est une lecture du monde. Elle n'est pas le monde. Elle peut être ancienne, convaincante, elle peut même ressembler à des centaines de preuves, mais elle reste une manière de sélectionner, d'interpréter et d'organiser ce que tu vis. Et le changement commence souvent par une question très simple: est-ce que je regarde un fait ou est-ce que je regarde à travers mes lunettes? Alors dans le prochain épisode, on ira un peu plus loin, parce qu'une croyance, elle ne s'installe généralement pas sans raison. Derrière certains comportements qu'on souhaiterait supprimer, il existe parfois une intention de protection, une partie de nous qui évite, contrôle, repousse ou répète. Pas parce qu'elle cherche à nous saboter, mais parce qu'elle croit encore nous protéger d'un ancien danger. On ira rencontrer cette logique invisible et comprendre pourquoi ce qu'on appelle parfois un problème a pu être un jour une solution.